Bonjour Marc, heureux Bienvenue. de te voir. Bienvenue de retour à Rouen Oui. pour la, je ne sais plus, énième fois. Ça doit être la énième fois. Voilà, à peu près. Donc, on était très contents de t'avoir parmi nous, chers téléspectateurs et auditeurs, web spectateurs, pardon. David Bouquet était avec nous pour ce dîner OVNI, le dernier de l'été, en tout cas hier soir avec Victor de Guérande, sur le voyage d'antan, qui j'espère t'a bien plu. Oui, j'ai surtout apprécié Marc sa notion d'émergence. Quand il parle de la notion d'émergence, surtout, ça m'a fait rappeler une image de mon enfance. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait des images dans notre enfance où on disait que la bergère cherchait son mouton et qu'il fallait trouver le mouton dans l'image. Et le mouton ne se voyait pas. Et puis d'un seul coup, tac, il apparaît. Pour moi, c'est ça, cette notion d'émergence, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un individu, qu'est-ce qui fait qu'un collectif reste endormi, hypnotisé, capté toute sa vie, et que d'un seul coup, à un moment donné, il y a une fissure qui se fait dans sa façon d'appréhender le monde et de son intériorité, qui commence à se poser des questions sur cette notion d'un monde où il est éprouvé, où il est dépassé par des choses qui l'induisent dans des actions qui le détournent de lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu, d'un seul coup, a cette notion de conscience dont on va parler aujourd'hui, a cette notion de conscience comme ce mouton qui apparaît dans ce dessin et qu'il bascule vers autre chose. C'est justement ce moment de grâce, ce moment critique, de basculement que tu vas décrire aujourd'hui, parce que c'est la première partie, en tout cas aujourd'hui, d'une interview en deux parties. On continuera à la rentrée, après les vacances, sur le thème de sortir de la dualité, un thème crucial, et sortir de la souffrance, qui est vraiment le point crucial de notre matrice 3D. Tout à fait, Marc, et cela implique en fait à se poser des questions sur cette notion dont j'espère les spectateurs ont déjà une forme de familiarité, qui est la notion de la matrice d'origine et la matrice artificielle, qui est pour moi très importante, surtout dans la première thématique qui est « Qui suis-je ? Qui sommes-nous » De bien comprendre qu'il y a plusieurs thématiques pour bien comprendre ce que c'est que la dualité et s'en sortir. C'est des thématiques qui sont des domaines très précis et pour moi très importants, qui sont notamment donc la notion de qui suis-je, la notion aussi de la science de l'univers, mais dans le regard des sociétés traditionnelles. C'est-à-dire quand je parle des sciences de l'univers, c'est la science de la matrice d'origine qui était faite pour qu'on s'appuie sur ces lois, pour qu'on puisse les dépasser. On a compris tout de suite que l'induction de la fausse matrice fait en sorte qu'on s'appuie sur ces lois, mais pour nous laisser prisonniers. Dans la dualité. Dans la dualité. Donc on verra ça. On parlera aussi de la notion de la destruction du mental. Alors ça paraît fort et violent, mais quand je parle de destruction du mental, c'est comment finalement prendre conscience de comment le mental nous enferme dans une vie duelle et comment, malgré tout ce qui est fait pour renforcer cette dualité, donc empriser l'homme, l'absorber, j'appelle ça, l'internaliser dans une forme de prisonnier vivant ou de mort vivant, comment se joue cette notion de destruction du mental? Qu'est-ce que ça veut dire? On parlera aussi de cette notion très importante de la purification de l'inconscient, parce que la purification de l'inconscient, c'est quoi? C'est que le mental se nourrit de mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est comment un individu est finalement sous une forme d'impulsion, de conditionnement, de parfum qui se dégage, qui l'oblige à aller dans une direction alors qu'il ne le souhaite pas. C'est pour moi ça, l'inconscient. Et on parlera notamment, dans cette mécanique-là, des deux inconscients, parce que je fais bien la distinction entre l'inconscient qui nous permet d'être en harmonie avec le tout, et l'inconscient résiduel où on veut nous enfermer, qui est finalement un inconscient qui nous emprisonne dans la dualité. Voilà. Un inconscient peut-être lié aux égrégores de la matrice. Voilà, et on parlera évidemment de comment finalement
un individu, au lieu de suivre la règle d'origine qui était finalement de comprendre les règles de la vie dans son sens duel, et de pouvoir s'appuyer sur ces règles pour se connaître soi et sortir de la dualité pour être vraiment l'homme, l'humain, et comment cette matrice nous enferme en fait dans cette dualité en nous faisant croire qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Viendra ensuite cette notion d'érosion des désirs, parce qu'on ne peut pas parler du mental, de la dualité sans la notion de désir, qui enferme l'homme finalement dans une course sans fin, dans la dualité vers une hypothétique apaisement de lui-même, mais qui est une course sans fin. Et sous-jacent tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on fera, Marc? Finalement, c'est de permettre à l'individu, en tout cas de permettre à l'individu d'être de moins en moins hypnotisé, de retrouver finalement dans cette société, dans cette ligne de temps dont on sait vers quoi elle se dirige, on le sait, on peut le rappeler en trois points, qui est la notion de la manipulation des technologies libres, la notion d'hybridation, de clonage, du transhumanisme qui veut phagocyter les âmes, mélangé aussi à des cultes sataniques qui permettent de renforcer tout ce système. La question est de se poser, est-ce que cette notion de dualité, de sortie de la dualité par des outils de transmission qui existent depuis la nuit des temps, qui ont été récupérés, est-ce qu'on peut dire que c'est encore une chance qu'on peut avoir dans le sens de la connaissance qu'on est au fond de nous-mêmes, dans le fond, comme disent les hindous, ou du par-delà, de l'au-delà, de l'au-delà, qui fait que nous avons encore les clés et les capacités de se réveiller. Donc ça, c'est une grande question. Et je pense que une chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que tout au long de cet entretien tous les deux, pensons à deux choses qui sont importantes pour moi, qui est la notion de dimension horizontale et verticale. La dimension horizontale qui est en fait la capacité de pouvoir maintenir, de comprendre, d'observer toutes nos sensations, nos émotions, nos pensées, et d'avoir cette capacité de prendre un peu de recul sur ça pour voir dans quelle marge de liberté on peut avoir par rapport à ça, ce qu'on appelle la désidentification. Par rapport à l'avatar dans la matrice. Voilà. Et le deuxième point, c'est d'apprendre à faire silence. Voilà. C'est d'arriver, tout en pouvant s'entretenir tous les deux, de pouvoir comprendre qu'il y a déjà deux choses importantes, qui est la capacité de retrouver son silence intérieur, car nous sommes silence. Le silence qui est à la source de tous les bruits. Mais nous sommes silence. Et ce silence dont on parle, qui est non fait, non devenu, non composé, ce silence-là, c'est de pouvoir se mettre dans son silence intérieur, de pouvoir se centrer dans un centre en soi et de se retirer de la périphérie des émotions, des désirs, du mental, et de vivre l'expérience du lâcher-prise. Je lâche prise. De l'intérieur. De l'intérieur. Alors voilà de quoi on parlera, Marc, tout au long de ces deux interviews. Un gros programme en tout cas, qui va se terminer avec la purification de l'inconscient et l'érosion des désirs. Ça sera pour la prochaine fois. Mais commençons par qui sommes-nous? Nous sommes cette fameuse dimension verticale dont tu parles. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, la première chose, c'est qu'on vit dans un système qui nous fait croire qu'on est une identité fixe et qu'on dépend finalement du système pour vivre une identité qui, on pense, relativement stable toute notre vie. En fait, la première constatation, c'est de se rendre compte que le je, le tu, le il n'existe pas. Acceptons que nous ne sommes pas vivants dès le départ. C'est-à-dire que nous naissons avec une volonté, une intention de nous rendre amnésiques, ce qui fait que nous sommes le fruit de tous nos conditionnements. Et que finalement, en étant le fruit de nos conditionnements, nos émotions ne nous appartiennent pas, nos paroles ne sont que des citations, nos comportements ne sont que sociaux, etc. C'est de prendre conscience que nous n'existons pas. Qui sommes-nous? Nous sommes à la fois des géants qui avons hérité, parce que c'est le terme, nous n'avons pas à créer la conscience, nous avons hérité et nous sommes conscience.
Et on voit bien le paradoxe qu'il y a entre nous sommes, je suis conscience, tu es conscience, et le paradoxe qu'il y a, je ne suis rien, je ne suis qu'une fluctuation d'émotions, de désirs, de conditionnements. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, un individu va prendre conscience qu'il a la capacité de prendre enfin possession de sa vie. Voilà. Le qui suis-je est très important. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne fait pas ce minimum de travail, on en a beaucoup parlé, Marc, qui est de reconstituer cette notion de l'histoire cachée, de reconstituer notre histoire humaine, qui est très important pour moi. Ça, c'est la première chose. Ce qui est important aussi, c'est cette capacité de travail intérieur sur soi, très important, et la notion d'augmenter le taux vibratoire de son corps. Et donc, toute cette corrélation fait qu'il y a un travail nécessaire de se déconditionner, de se déséduquer, de se réinformer, parce que si on ne prend pas conscience de l'histoire un peu plus authentique de notre histoire humaine, on ne peut pas comprendre cette notion de double matrice. Voilà. La vérité est très difficile à percevoir, parce que je pense qu'il y a une vérité de base unique à tous dans un égrégore matriciel, et une perception, une vérité identifiée à la perception de chacun individuel. Donc elle n'est pas facile à percevoir par un groupe qui n'a pas l'esprit de ruche, forcément. C'est ça. Et qui est conditionné pour avoir l'esprit de ruche, par contre. Et ce que tu dis est très juste. C'est cette notion en fait de double matrice qui est vraiment importante. C'est que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait une forme de double jeu dans cette histoire. C'est-à-dire que le double jeu, c'est quoi? Double jeu J-E-U et J-E aussi. Oui. C'est cette notion en fait qu'il y a finalement ce premier constat que tout est illusion. Et donc, se posera la question de savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel. Et donc, cette notion de double matrice est très importante parce que le jeu d'origine fait que la matrice d'origine, qui est un immense jeu d'illusion, l'être humain pouvait s'appuyer dessus pour que son âme puisse faire l'expérience de la dualité et s'en sortir. Parce que les lois existaient. La loi, c'est la relation de la conscience et de la matière. La conscience domine toujours la matière. L'esprit domine toujours la matière. C'est la relation du temps. C'est la relation de faire l'expérience de sa propre dualité. C'est de prendre conscience que le monde extérieur est le même que le monde intérieur. Ça veut dire que le monde phénoménal qui est à l'extérieur est notre monde phénoménal intérieur. Voilà. Et qu'il y a une conscience témoin là-dedans. Cette conscience témoin, c'est la capacité, si tu veux, à être à la fois en dehors de son monde intérieur et en dehors de son monde extérieur. Et cette notion de double matrice est importante, puisque c'est ce qu'on disait en introduction, Marc, c'est que la matrice d'origine, l'être humain pouvait s'appuyer sur ce que j'appelle des lois-principes, qui venaient de champs unifères cosmiques, qui lui permettaient de s'appuyer sur des lois, puisque tu te rappelles le célèbre adage, l'être humain est un microcosme à l'échelle du macrocosme. Donc, ce qui veut dire que l'être humain contient en lui-même tout l'univers. Donc, ce qui veut dire que l'être humain, en s'appuyant sur les lois même de cette matrice d'origine, qui était la différence, le changement, la multiplicité, etc., pouvait s'appuyer dessus pour se connaître davantage par des formes d'initiation graduelle, et pouvait, à un moment donné, pouvoir dépasser ses lois pour trouver sa liberté en tant que conscience. Alors Marc, la chose qui me paraît, pour continuer dans ce sorte d'introduction, quelque chose qui me paraît important actuellement, c'est qu'il y a un terme que j'aime beaucoup qui est réveiller la tradition endormie. Alors on peut parler de savoir ce que c'est que la tradition, qu'est-ce que ça veut dire réveiller, qu'est-ce que ça veut dire endormir. Mais on se rend bien compte, on le voit à travers nos rencontres, l'extraordinaire écart qu'il y a entre notre capacité de compréhension, pour peu qu'on soit au niveau de l'ouverture du cœur, de l'intelligence qui ne soit pas trop cérébrale, l'intelligence aiguisée, intuitive. Qu'est-ce qui fait la différence entre des personnes comme toi, comme moi, qui arrivent et qui pourraient trouver une issue
à la sortie de la souffrance, parce qu'il faut bien dire que notre humanité produit de la souffrance d'une façon incommensurable. C'est un moteur de souffrance. C'est un moteur de souffrance. La souffrance et la peur fait baisser le taux vibratoire collectif et individuel, et la souffrance donne une forme de prison matricielle aux individus, parce que si un individu est habitué à souffrir depuis qu'il est enfant, il va produire sa souffrance comme une blessure chère, il va l'entretenir. C'est le syndrome de Stockholm, voilà. Personnel. Et donc, cette notion de réveiller la tradition endormie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il y a la conscience qui est là, et que nous sommes, nous, endormis par rapport à elle. Ça, c'est une chose qui me paraît importante. La deuxième chose à placer, Marc, c'est que nous sommes, au fond de nous, ni hommes, ni femmes, ni vieux, ni jeunes. Nous sommes la conscience. Et on voit bien que la notion de dualité impose une notion de séparation, une notion de différenciation, par cette installation qu'on appelle l'ego. Et l'ego, en fait, c'est quoi? L'ego, c'est moi et ET. Et toute la manipulation se joue là-dedans, dans le sens où on fait tout pour que les gens se différencient les uns les autres avec ce « et », en renforçant finalement l'ego et son viscéral génie qui est le mental. Et tout est comme ça depuis la tendre enfance, dès le regard du bébé dans le miroir, on se voit un reflet de lui-même, donc il est dans le paraître, il se forge un ego, une personnalité, et en même temps tout est forgé pour bâtir une société basée sur la compétition avec l'autre. C'est ça. L'éducation, le sport, les ethnies, les races, le statut social, etc., les revenus. Et l'être humain, en fait, a un paradoxe qui il est basé à la fois sur un comportement rectilien, de soumission, mais en même temps, il est rectilien pour son besoin de survie. Voilà, dans son besoin de survie. Et en même temps, il a un immense paradoxe qu'il a la conscience, qui n'est même pas là comme un potentiel. Elle est là, séparée de voile de lui-même. Donc, ce qui est important dans notre époque, c'est que la matrice artificielle est en train de renforcer ces verrouillages. Parce qu'on est dans une ligne de temps qui a l'air de se décider pour le transhumanisme, pour le phagocytage des âmes, pour le génocide de la conscience. La mouche de la dard. C'est un bon exemple. Pour le génocide de la conscience, appuyé évidemment par tous les rituels sataniques dont on connaît maintenant l'existence, et l'utilisation finalement du clonage et de l'hybridation. Voilà. Face à ça, poser la question de sortir de la dureté et sortir de la souffrance paraît, comment dire, le combat de Don Quichotte, tu ne trouves pas? Et pourtant, c'est la clé, parce qu'il y a une chose, il y a une forme de dissidence pacifique. Et là, je te rejoins, une dissidence pacifique. Ça veut dire que, pour moi, la conscience, c'est la capacité à être pour soi-même et en relation avec l'univers à un haut degré d'amour, et d'amour qui est la conscience même de tout ce qui vit, de tout ce qui s'anime. Mais le mot amour ne veut pas dire qu'il y a à rester, passif. Le mot amour est aussi action. Et c'est une action consciente. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important actuellement de dire oui, il existe dans cette tradition endormie, il existe dans ce fil rouge qui existe depuis la nuit des temps, un être humain qui est à la fois esclave, un être humain qui a eu un héritage reptilien, mais et un être humain qui a une toute-puissance incroyable. Et j'utilise souvent ce mot, Marc, qui est cette notion que si on se dit tous les deux qu'une société est possible, peut-être dans une autre ligne de temps, mais peut-être pour celle-là aussi, où on peut maîtriser l'énergie libre et que l'être humain a une conscience qui est à la mesure de cette énergie, on sait très bien
nous avons les clés d'une civilisation qui n'est pas une caricature d'âge d'or mondialiste, mais qui est vraiment l'âge d'or dans le sens où nous arrivons enfin à une forme de connexion universelle. Alors, la connaissance pour tous, et donc cette sortie de dualité et ce supplantage de l'amour par rapport à la souffrance, la dualité, etc. Alors, tu disais pas un âge d'or mondialiste, mais ces énergies libres, elles sont détenues et passées sous la chape de plomb des mondialistes, justement, qui l'utilisent pour les voyages interdimensionnels ou autres, la régénérescence des cellules, une immortalité artificielle programmée, etc. Enfin, c'est les témoignages qu'on a. Et les tout pouvoirs dans la matrice, donc c'est eux qui détiennent les clés de cette chape de plomb sur ces énergies libres. Donc comment les faire reculer ou se fissurer ou leur faire perdre du pouvoir au niveau non seulement individuel mais collectif, puisqu'on voit que le collectif joue pour une grande partie de notre conditionnement, et quand on sort du conditionnement, on est soit isolé dans la matrice, où on se retrouve tout seul, ou très peu nombreux, ou totalement déconnecté du monde. Donc, est-ce que se désidentifier de la souffrance suffit pour ne plus souffrir, ou est-ce qu'il faut supplanter, surimposer à cette souffrance autre chose, l'amour par exemple, mais comment faire disparaître ce moteur de souffrance? Alors, on en avait déjà parlé, Marc, cette notion de... Je crois que ce qui est important, c'est de voir ce qui est le plus juste pour soi, et ne pas forcément, comment dire, nous sommes sur une ligne de temps qui a l'air déterminée. Mais en même temps, on sait que il y a des capacités chez l'humain de transformer sa conscience. On ne sait pas jusqu'où. Et je suis maintenant, là où j'en suis maintenant, je suis absolument certain que cet adage qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, si le mental meurt, la conscience apparaît. Si le mental vit, la conscience est sous-jacente. Pour moi, c'est la clé. Voilà. Donc, en y allant petit doucement, c'est que pour moi, la clé, c'est cette notion de donner quelques balises, quelques pierres, qui ne concernent pas forcément toutes les personnes. Elles concernent des personnes qui commencent à ressentir que quelque chose ne va pas, qui se fait avoir, qui se retrouvent à 50 ans, 60 ans, un peu comme dans un sentiment d'inutilité, d'avoir été abusés, d'avoir vécu leur vie presque comparable à une machine organique. C'est à cela qu'on s'adresse. Parce que une personne a l'illusion de croire qu'en vivant dans ce système qui la manipule, de croire que sa boussole est bien vers le nord. Et 90%, voire plus, ne vont pas voir plus loin. Mais une personne qui perd cet artifice est déboussolée. Cette carotte. Mais en fait, nous sommes déboussolés depuis des millions d'années. C'est-à-dire que l'être humain qui perd cette notion d'immanence et de transcendance, parce que c'est ça qui est important dans cette notion de conscience. La conscience est immanente et transcendante. Immanente parce que tout vient de la conscience, et transcendante parce que nous sommes appelés, en même temps que nous sommes le fruit de cette conscience, nous sommes appelés vers elle. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est possible. Ce n'est pas... Il y a un abîme, mais en fait l'abîme, c'est cette notion d'appréhender d'une façon maladroite, voilà, cette dualité. Quand on dit qu'est-ce que le réel et l'irréel, eh bien oui, on peut dire que la réalité, c'est que finalement on nous fait croire, la réalité c'est qu'on nous fait croire une réalité qui n'est pas la bonne. C'est ça. Donc, acceptons ce fait et partons de là. C'est un maquillage d'intentions programmées, planifiées, bien concertées en tout cas, pour un groupe, une petite cabale très résolue, et on s'en fout à la rigueur de savoir si cette cabale est une projection de nous-mêmes ou pas. Elle existe, elle existe, elle est concertée, elle se réunit, elle se sert de la magie, de l'occultisme, des symboles, du symbolisme de cette matrice. C'est pour ça que j'ai envie de dire à nos spectateurs, voilà, bienvenue. C'est que en fait,
Je dis on parce que, à plus ou moins, nous aussi, mais nous sommes tous victimes d'un malentendu dans cette histoire. Et en fait, notre boulot, là, c'est déjà de réveiller, de se réveiller, de rentrer, de sortir de cet état de sidération et de prendre conscience qu'est-ce que c'est que ce malentendu. Le malentendu premier, c'est qu'on n'est pas libre. On nous fait croire qu'on est libre, on ne l'est pas. On est condamné à une vie qui rétrécit. Et il faut profiter de ces instants où il y a une zone intermédiaire entre cette matrice artificielle qui est en train de se solidifier, parce que de plus en plus des gens se posent des questions. Il faut définir les limites de la liberté pour beaucoup. C'est simplement un sentiment, une illusion de confort matériel, mais émotionnel, temporaire. Tout le système joue finalement sur les besoins primaires de l'humain, mais contrairement à, on pourra en parler, de d'autres sociétés traditionnelles, mais en fait les sociétés traditionnelles savaient les besoins primaires de l'humain, mais ne l'installaient pas dans ce truc-là, qu'il a besoin de sécurité, d'être aimé, de se sentir en liberté, etc. Ok, mais à quel prix? À quel prix on enferme l'homme dans la peur, la sécurité, etc. Jusqu'à temps qu'il devienne une petite merde. Et que cette petite merde réclame qu'elle veut encore vivre, comme un résidu psychique, dans un inframonde transhumain. Et pourtant, j'ai envie de parler d'espoir, Marc. Parce qu'en fait, décortiquons les choses. Décortiquons les choses. Tout ça est inutile. La dualité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le mental? En fait, définition très simple du mental, dont la base de mental, c'est mens. Je l'avais déjà indiqué, mais je précise que ce n'est pas mens, ça veut dire esprit. On trouve mens dans mensonge. Donc le mental, pour moi, c'est l'esprit qui ment. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le mental, sa fonction première est de nous empêcher de vivre l'instant présent. Voilà. Ça veut dire que dans la longue histoire de l'âme, qui rentre dans un processus d'amnésie, avec quelques parfums qui vont lui permettre de répéter des scénarios, qui vont se réveiller avec les parents qui sont un peu dans cette même résonance. Comment ça se passe? En fait, il y a 4 conceptions. Sensation, perception, conception, idée. C'est-à-dire que l'enfant amnésique va dépendre complètement de l'extérieur. Donc il est obligé d'aller vers l'avant comme ça. C'est la première clé. Alors que, dépendance. oui, et l'enfant a des émotions primaires. C'est-à-dire qu'il peut être dans la joie, la tristesse, etc., mais sans souffrir. Il passe dans un état à un autre comme ça, parce qu'il n'a pas de conceptualisation. Qu'est-ce qui se passe? Du moment que, déjà dès le départ, la matrice met son veto sur l'enfant, puisqu'elle sait qu'à l'âge de 7 ans, le futur adulte sera en place. Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent plutôt. Et si on suit le truc de la sensation, perception, conception, idée, eh bien, en fait, tout le mental se construit déjà sur la sensation. Dès qu'il y a souffrance, dès qu'il y a un manque, le mental se construit, commence à se séparer. L'enfant commence à se séparer de lui et du monde. Sensations qui deviennent des perceptions. Avant que l'événement arrive qui répète à l'enfant le souvenir, il va commencer à percevoir qu'il faut qu'il se mette en mode de séparation. Et là, après, être dans la conception et l'idée, il va fabriquer finalement son identité, en faisant en sorte de vivre au maximum dans la notion de plaisir, de sécurité, etc., et de mettre de côté, finalement, tout ce qu'il a construit comme souffrance, mais qui n'ont pas forcément des souffrances. C'est comme ça que l'individu commence à vivre dans son monde. C'est pour ça que là vient se rajouter une autre chose qui est très importante. C'est que dans les sociétés traditionnelles, quand il y avait une initiation, on permettait à l'individu de quitter son monde pour aller vers le monde. Vers le monde, c'est-à-dire une communauté d'autres humains équilibrantes qui lui permettait d'évoluer. Tu vois comment ça se complexifie? C'est-à-dire que l'être humain, au lieu de lui apprendre finalement
à s'ouvrir et dans la compréhension d'élargir finalement son mental pour accepter la différence, pour comprendre les autres, pour comprendre les autres mondes qui existent, etc. Le système l'enferme de plus en plus dans son mental. Avant même la naissance. Oui, avant même la naissance. C'est-à-dire que la valeur d'un bébé, la valeur marchande d'un bébé est calculée par foyer avant la naissance. Oui. Et on lui impose un conditionnement collectif et social, voire les droits sexuels maintenant, l'éducation de 0 à 4 ans, de 4 à 9 ans, qui favoriseront la pédophilie, donc ces réseaux au pouvoir, satellites dont on parlait. Et sur tous les plans, on casse, on brise la pureté de l'enfance, et aussi on conditionne l'individu à être fragmenté, traumatisé dès le départ, et donc d'accepter de force la société. D'où certaines réactions d'autisme de certains enfants qui ne sont pas tous autistes à cause des vaccins, mais il y en a beaucoup, je tiens à le souligner. Alors les 11 vaccins obligatoires bientôt, approuvés par le Sénat et nos chers lobbies pharmaceutiques qui veulent absolument nous empoisonner, c'est quelque chose à laquelle il faut dire absolument non. Il n'y a pas de contre à être contre, là il faut dire non. Pour les parents qui veulent se soucier de la santé mentale, cérébrale, cognitive et physique de l'enfant. Mais bon, revenons-en, donc ce conditionnement se fait juste avant la naissance. Mais voilà. En tout cas, tout est fait pour que l'individu finalement, et c'est ça que je veux parler, que finalement l'individu se fabrique sa matrice interne. Voilà. C'est-à-dire qu'il fabrique sa propre souffrance, qu'il s'autogère, de façon qu'il, si tu veux, qu'il s'autogère toute sa vie dans sa tête. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve que c'est très important de parler de cette notion d'égalité, et je ne veux pas m'engager dans cette notion de métaphysique, parce que c'est resté à un certain niveau, en fait. La dualité est entretenue par aussi, non seulement le système social éducatif, mais notre cher président, qui a dit dans une gare, de rencontrer des gens qui réussissent d'un côté, ou des gens qui ne sont rien. C'est-à-dire que soit tu réussis socialement, financièrement, ou tu n'es rien. Oui, mais ça prouve, Marc, encore une fois, que on est sur une ligne de temps, puisque je suis un adepte qu'il y a plusieurs lignes de temps, et que, comme je l'indique souvent, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste. C'est que lui incarne finalement l'incarnation de cette ligne de temps. Qui ne me concerne pas, qui ne te concerne pas, parce qu'elle n'obéit pas finalement à la définition d'un être humain réveillé, éveillé, catalyseur, créateur. Quand je dis créateur, encore une fois, nous n'avons pas à créer la conscience. Déjà. Nous sommes conscience. Donc, on voit bien que si c'est une affaire de retournement, c'est un peu se déshabiller et d'être nu sous ses vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prends juste le terme de être. Je vais juste le dire une fois, parce que j'ai souvent dit ce terme, mais cette notion d'être, conscience, béatitude. Tu vois, la notion de je suis est notre réalité. Je suis. Tu rajoutes non, ton nom et la forme, et ça veut dire aussi tes pensées, tes émotions, qui sont en fait une forme de matière subtile, qui sont fabriquées. D'ailleurs, il y a des expressions que j'aime beaucoup, pour bien comprendre qu'en fait, on a un travail de conscience témoin à faire, de prendre conscience que notre pensée, c'est de la matière subtile, et que la matière, c'est de la pensée grossière. On dit aussi souvent que la matière, c'est de la lumière congelée, et que la lumière, c'est de la matière en mouvement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un premier travail de cette notion que, pour faire émerger cette conscience, il y a à prendre conscience finalement que nous sommes finalement conditionnés par une forme de matière subtile. Alors allons plus loin. Donc on a vu que le mental nous empêchait de vivre l'instant présent. Il faut savoir ce que ça veut dire l'instant présent et comment on peut le vivre. L'inconscient,
pour le coller au mental, il y a en fait c'est un réservoir de toutes les mémoires. Qui fait qu'un individu va être différent d'un autre parce qu'il va aimer la montagne, l'autre va aimer le ski, etc. Et tout ça, en fait, ce ne sont pas des libertés. C'est juste des déterminations qui caractérisent un individu. Mais un individu, tant qu'il est comme ça, n'est pas libre. Un individu est fait, finalement, pour prendre conscience de toutes les illusions qui le voilent. Et pour moi, un être humain véritable, c'est qu'il se rend compte qu'en enlevant tous ces voiles, ce marque est important parce que il faut partir du principe que la conscience est hors du temps et en même temps, elle est le principe même du temps. Cette conscience est hors dualité et en même temps, elle est immanente à cette dualité. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'identifie à cette dualité. Elle s'identifie à cette dualité. Alors, réfléchissons bien. Je t'avais parlé aussi qu'il faut nécessairement parler de cette notion de triade chez l'être humain. Et d'ailleurs, cette triade, donc 3 niveaux, on le retrouve dans l'univers tout entier. C'est une clé dont on n'avait peut-être pas parlé la dernière fois de notre interview. Corps, âme, esprit. Alors, je trouve que c'est une image claire qui permet de comprendre beaucoup de choses, comment finalement on peut se sortir de cette dualité en voyant les liens qui existent entre le corps, l'identification au corps qui est très importante. L'identification au corps fait qu'on s'identifie à son corps, on s'identifie à son nom, on s'identifie à sa famille, et on devient finalement, on devient étranger à soi-même. En fait, on a ce corps physique qui est une enveloppe, et puis tu as ce qu'on appelle le pranamaya kosha, qui est en fait l'énergie subtile, qui fait le lien avec l'âme. Cette âme, c'est celle qui va rester après la mort. Et cette âme, en fait, regroupe le mental et les émotions. Et allons plus loin encore. Entre cette âme et les premières couches du corps causal, qui est le corps, on pourrait dire, supérieur, en tout cas le soi profond, en tout cas les premiers voiles du soi profond, il y a une autre voile qui fait le lien entre cette âme et ce corps causal, et c'est notre capacité de discrimination. La capacité de... Voilà, cette capacité dont on a tant besoin, qui est la capacité de discernement, de clairvoyance, de travailler sur nos émotions, parce que ça on en parlera. Les émotions sont avant tout des formes de notre enfance et du passé, et des mémoires anciennes. Et c'est pas facile à comprendre que pour moi la liberté, c'est une vie qui est au-delà des émotions. C'est difficile. Tout est l'art de pouvoir vivre ses émotions tout en ne se perdant pas en elles. Parce qu'il y a un minimum de connaissance de ces émotions pour comprendre d'où on vient et comment on a été conditionné. Tu es d'accord? C'est une réalité. Et c'est pas en les mettant de côté, puisque en les mettant de côté, on sait très bien que ça nous bouffe 80% de notre énergie. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, il y aura un travail sur ces émotions qui en fait, ces émotions qui sont issues finalement d'un refoulement lié à une blessure du passé, les 5 blessures dont on connaît, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, qui servent finalement au recyclage aussi. Si tu vois ces émotions comme une partie immanente du tout, qui sont juste séparées du tout, tu te rends bien compte que ces émotions qui sont refoulées sont séparées et qu'elles aspirent juste à être dans le repos, c'est-à-dire juste à te laisser de nouveau. à te laisser, je vais juste terminer Marc, à te laisser traverser par ça, parce qu'en fait il faut faire vraiment l'expérience qu'on peut vivre une émotion douloureuse sans souffrir, parce que une émotion douloureuse, finalement, et on le retrouve dans la physique quantique, une émotion douloureuse, au lieu de lui mettre des mots, parce que les mots sont collés au système nerveux, donc avec plein de conditionnements, mais ensuite, si on prend juste une émotion qu'on porte qui n'est pas très claire et qu'on la voit comme une lumière, une couleur, un volume, etc., on transforme cette émotion en quelque chose qui veut rejoindre le tout. Alors, on aura peut-être l'occasion de préciser ça, mais ce que je veux dire, c'est que cette partie âme est très importante
parce qu'on voit toute la relation qu'il y a entre cette âme, qui est le mental plus ses émotions, avec cette enveloppe énergétique qui le lie au corps, et sachant qu'à la mort, c'est cette âme-là qui, selon son niveau de désembobinage des souvenirs, etc., va pouvoir se libérer ou pas. Et revenir Donc, en s'auto-culpabilisant. La notion de dualité s'inscrit vraiment dans ce paramètre-là. Et c'est là que se joue finalement cette notion de renforcer ce qu'on appelle le renforcement de la dualité, qui est surtout que les gens puissent rester dans cette zone permanente de compulsion, de convulsion, un peu comme les vagues qui s'agitent tout le temps au niveau de la mer, et qu'elles en oublient qu'elles sont la mer, qu'elles sont séparées de la mer, alors qu'elles viennent toutes de la même source. Chaque vague se défend pour défendre son territoire, tu vois. Eh bien, chaque être humain est un peu à cette image-là, et on nous coupe volontairement de cette notion qu'il existe un lien entre l'âme et le soi profond, qui est le corps causal. Et Marc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve ça dans le cosmos. Dans la tradition hindoue et dans d'autres traditions, on parle aussi que le cosmos a une triade. Il a un corps causal universel, un corps émotionnel universel et un corps physique universel. Donc tu peux comprendre que selon notre niveau de conscience, on peut atteindre une autre forme de conscience du cosmos. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que on nous fait croire qu'on baigne finalement dans une réalité tangible, rigide, formulée par des lois, etc. Que le cosmos, il faut bien comprendre qu'il y a eu un Big Bang. Tout ça, c'est des conneries. Nous sommes créateurs perpétuels du monde qui nous entoure. Et c'est là qu'est la liberté. Nous sommes perpétuellement créateurs, finalement. On entretient. Oui, on entretient ce qui a déjà été. Mais si on entretient cette dualité permanente en soi, eh bien on fabrique et on nourrit finalement cette matrice qui est issue finalement de notre propre production, mais à la fois je veux aussi dire que c'est important d'arrêter de dire que les gens sont responsables. Ils le sont en partie. Oui, parce que ils le sont en partie. La culpabilisation de l'humain, c'est ce qui est utilisé en permanence au quotidien par la cabale de reptiliens pour moi. Donc c'est votre faute, on culpabilise le citoyen moyen, c'est la vache à lait, c'est lui qui va payer pour toutes les fautes des lobbies industriels, des pollueurs, etc. Et des banquiers. Et ça c'est important, parce que ça c'est important je pense comme discours. C'est que arrêtez de toujours penser que ce discours, et même qu'on retrouve chez un peu les spiritualistes, ou en tout cas qui répondent, l'homme est créateur, etc. En fait, l'homme est créateur jusqu'au moment, l'homme est créateur et responsable tant qu'il n'y a pas intronisation de cette matrice. Et cette matrice s'est intronisée en fait finalement entre lui et la conscience pour renforcer la dualité. Et bien je dis, vous n'êtes pas responsable, vous avez été manipulé. D'être en partie responsable de ne pas en avoir conscience. Et oui, mais c'est important de quitter cette notion. Voilà. Vous n'êtes pas responsable du fait qu'il y a quelque chose qui remonte à des millions d'années. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui vous dépasse, qui dépasse même ces millions d'années, qui est la conscience que l'on porte tous, chacun. C'est là qu'est la responsabilité de chacun, parce qu'à un moment donné, vous avez les informations. Il existe des outils et des moyens très simples pour commencer à faire l'expérience de lâcher prise du mental. Le monde ne pourra pas changer tant qu'il n'y a pas une capacité de vous créer une marge pour apprendre à faire taire votre mental, à quitter la périphérie. Ça, c'est très important. Parce que tant qu'on est collé à son mental, on est finalement, sans aucune mesure, prisonnier de ses désirs. Le désir, c'est quoi finalement? Le désir, c'est la force cinétique du mental. C'est de le porter finalement dans une recherche complètement vaine, une recherche d'absolue unité dans la matière qui est duelle, qui ne pourra jamais atteindre. Satisfaction. C'est l'insatisfaction permanente qu'on trouve dans la frustration sexuelle aussi.
si on manque de maturité par rapport à ça, par rapport à la consommation de l'avoir qu'on retrouve même sur YouTube, avec toutes ces informations qui finalement nous permettent de nous éveiller, mais nous transforment petit à petit de nouveau en consommateurs passifs. Alors que le discours, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, et puis accepter de ne plus absorber les informations, mais de prendre votre responsabilité, de vous dire, eh bien, au lieu d'écouter 1 heure YouTube, vous allez faire l'expérience de vous promener dans la nature, de lâcher votre mental et d'observer en étant complètement centré sur les choses, la nature, et faire juste l'expérience d'une première liberté de lâcher prise. Pour moi, c'est la clé essentielle. Pourquoi ? Parce qu'un individu qui lâche prise et qui commence à prendre conscience qu'il fait naître, entre guillemets, j'appelle ça le disciple intérieur, Marc, hein. C'est un terme que j'utilise, mais disciple intérieur, ça veut dire de faire... C'est comme une graine qui pousse et qui va être durable, qui va être le centre, qui va être finalement le témoin de ce spectacle, de cette fluctuation permanente, de cette causalité permanente, de cette multiplicité permanente de l'individu intérieur. C'est cette forme de roi qui reprend son royaume intérieur qui va lui permettre finalement de devenir témoin de ce qu'il est et de choisir ce qu'il souhaite être. Si cela est EST, alors seuls des individus comme ça qui arriveront à ce que j'appelle la percée de l'être. La percée de l'être, c'est de réunir des millions de feuilles comme ça, avec un petit trou, et à un moment il y a la lumière qui se fait. Donc c'est en accumulant, en reconstituant le savoir de l'humanité, la vraie histoire, en travaillant sur soi-même, en travaillant à remonter son taux énergétique. C'est la seule façon pour moi d'induire avec d'autres personnes qui sont dans cette même résonance une vraie ambition collective. Qu'est-ce que j'appelle ambition collective ? Et voilà encore la DARPA. Qu'est-ce que j'appelle la vraie ambition collective ? C'est que, je crois qu'on est d'accord tous les deux, c'est que, en fait, la conscience n'empêche pas d'agir. La conscience, ajoutée à l'action, permet finalement de créer ce que j'appelle une fissuration. Parce que aucun pouvoir sur Terre, tant que l'homme possède une âme, parce que ça, tant que l'homme a le potentiel de sa conscience, et je pense que c'est encore valable pour 2-3 générations, et encore moins, mais c'est le moment. Parce qu'il s'agit bien à la fois de sauver sa peau, mais il s'agit à la fois de sauver sa peau individuelle, qui est la question de la mort, et c'est aussi, quand on commence à bouger, de créer ce que j'appelle des actions conscientes. Et action consciente veut dire quoi, Marc ? Ça veut dire qu'on peut dire non avec conscience. Voilà. Eh bien sûr, est-ce qu'on peut imaginer que, je donne un exemple, que des moines tibétains se sont laissés faire quand ils se sont fait, quand les Chinois sont arrivés? Ben non, ils se sont battus. Parce que, pourquoi ? Parce que l'action qui fait qu'on fissure les choses, oui Marc, cette notion d'agir, d'action, d'où par l'action. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, d'où par l'action. Tout dépend de l'intention qu'on est. Je crois que ce niveau-là est important. Je crois finalement, je crois que le grand défi de notre époque, c'est de retrouver finalement une base métaphysique qu'on nous a supprimée. On est d'accord ? Et que la conscience doit être au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'aucune loi humaine sur cette terre ne peut se mettre au-dessus des hommes. Seule la conscience, qui est vraiment le champ unitaire universel, peut être notre seule loi. Surtout que les lois humaines sont uniquement basées sur ces principes de souffrance, depuis l'humiliation, l'injustice, depuis le développement. Depuis le début. Voilà, c'est ça. Donc ça, la base métaphysique est importante. Et puis, prenons bien conscience que notre intention est importante. L'intention est importante parce que la conscience obéit à notre libre arbitre.
Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faut bien se caler qu'il y a, quand je te parle du point d'observation, c'est qu'il y a derrière les sensations du corps, les émotions, derrière la perception, derrière l'énergie sexuelle, il y a ce que j'appelle la zone d'indifférenciation. C'est-à-dire qu'avant que la différenciation se fasse, il y a un point de neutralité. Ce point de neutralité fait que, au moment que tu es dans la sensation, dans l'émotion, la conscience se met en route pour obéir à ton libre arbitre. C'est comme ça qu'est la manipulation aussi. C'est que finalement, comment faire pour que finalement le libre arbitre de l'homme soit respecté? C'est la même chose. Et tout tient dans la manipulation de ce libre arbitre. Oui. Mais est-ce que de l'intérieur de la prison, on peut accéder à un libre arbitre, même temporaire? On y accède parce que il suffit de se baser sur cette conscience qui est là. Et toi-même, tu le sais, tu as vécu déjà des expériences qui ont fait que tu es en lâcher prise et complètement conscient des choses. Oui, la liberté existe dans la causalité ininterrompue. Oui, l'unité existe dans la multiplicité infinie. Oui, l'éternité existe dans la temporalité. Comment faire pour vivre? Comment sortir de cette dualité pour vivre à la fois l'unité, la simplicité derrière cette complexité incroyable qu'on nous fait croire qu'est le monde, et comment arriver à être une unique personne dans cette bouillie d'uniformisation où on veut diriger l'humanité. Voilà. Eh bien, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est déjà d'apprendre à... Je crois qu'on ne peut pas se mettre en mouvement d'une façon lucide et consciente tant qu'on ne fait pas d'un seul coup la bascule vers la vraie histoire de notre humanité. Justement, ça c'est la tiens, cette vraie histoire. Eh bien, tu es d'accord que dans un premier temps, on peut, avec un peu d'intuition, de discernement, on peut, par le biais de YouTube, par le biais de beaucoup de choses, de livres, etc., on peut déjà avoir un fragment de la réalité qui existe. Ne serait-ce pour aller te voir, tu es quand même l'exemple, que si on assiste uniquement à tes idées ovnis depuis 5 ans, Marc, tu es d'accord qu'on peut avoir déjà un reflet de la réalité qui est quand même suffisant. C'est un bon début. C'est un bon début. Donc tu vois que ça existe. Si on fait l'effort, on a déjà cette première étape. Mais tu es d'accord que ça ne suffit pas. C'est un basculement. C'est un basculement. Qui se fait pour certains et qui ne se fait pas du tout pour d'autres qui viennent depuis 5 ans. Et oui. La deuxième étape qui est importante, c'est cette notion d'apprendre à ralentir. C'est-à-dire à se relever des bulles de lenteur dans notre société. C'est de réapprendre quelque chose qui est normal, mais qui n'est plus normal, qui est complètement aberrant dans nos sociétés, qui est la vitesse. On fait croire que la vitesse, c'est une valeur, mais c'est un comportement, la vitesse. Les gens sont de plus en plus dans une perte finalement de leur identité d'eux-mêmes, etc. Ils sont liquéfiés. C'est du stress aussi. Oui. Donc, la question est importante parce qu'il y a cette capacité à pouvoir lâcher son mental. Alors, lâcher son mental, il y a 2 choses à faire. C'est déjà de pratiquer des simples temps d'observation dans la nature. J'incite souvent les gens. C'est de pouvoir lâcher prise, c'est-à-dire de se coller à la réalité de la nature, de voir les choses et d'être en unité avec ce qu'on voit, et de ne plus penser, ce qui est déjà énorme. Sortir du mental, c'est déjà une chose. C'est de faire l'expérience. Pourquoi je dis ça? Ça paraît tellement simple, Marc, simple à dire, parce que c'est tellement difficile pour que le mental lâche ne serait-ce 5 minutes. Parce que son but, c'est de nous empêcher de vivre l'instant présent. Parce qu'il est issu, finalement, de toute la
cumulation des mémoires de notre vie et d'autres, et de toute la mémoire collective manipulée. Et lui, son boulot, c'est de nous enfermer dans quelque chose qui est l'ordre de la compulsion, de l'action, de la réaction, etc. Donc faire l'apprentissage de ce repos, parce que nous sommes repos, nous sommes tranquilles. Tu es d'accord, Marc, que notre vraie nature, c'est d'être finalement tranquille. C'est finalement, c'est un terme qui paraît sain, mais on est fabriqué pour aimer et être aimé. Alors que la vie sociale, c'est un dérangement permanent. C'est un dérangement permanent. Et on fait croire qu'il faut faire des tas de choses pour retrouver cette notion, enfin je suis aimé. Mais non, nous sommes existés. Voilà, il semble qu'il n'existe pas parce que s'ils n'ont pas acquis un statut social, un statut dans la société. C'est une course perpétuelle. On en parlera de cette notion de désir, parce que la notion de désir qu'on retrouve dans le pouvoir, la séduction, la richesse, etc. Le désir, en fait, c'est une caricature de recherche du tout. C'est une hérésie. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, et on y retrouve dans le marketing aussi, si vous achetez cet objet, vous allez vivre vraiment la complétude. Tu vois ? Mais c'est faux. Et toute notre vie est basée sur le fait qu'on nous tend une carotte en disant vous allez voir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on abuse, qu'on utilise la capacité d'absolu qu'a l'être humain. On l'utilise, on l'abuse, et on lui calque finalement une caricature de cheminement intérieur à travers une névrose collective manipulée, en lui faisant croire que s'il va atteindre ça, il va être complété. Et j'irai plus loin là. Alors, cette notion de course à l'absolu est vraiment importante, parce que c'est là qu'on voit, en fait, le leurre, on voit bien, là, c'est une preuve concrète de la matrice, de la différence entre la matrice d'origine, qui était un jeu, où l'âme apprenait à traverser la dualité en se basant sur des lois métaphysiques qui étaient réelles, pour se détacher de la dualité et vivre l'unité. L'unité de la pleine conscience, qui fait le véritable bonheur. L'autre chose, c'est que là, on voit bien que comment la fausse matrice utilise en fait cette notion d'absolu chez l'humain pour finalement le mettre dans une course perpétuelle sans fin et qui se joue depuis des millions d'années. Puisque à la fin de sa vie, une âme qui a finalement qui n'a jamais trouvé ce qu'elle souhaitait à travers un robot biologique dans une façon insatiable de courir après l'absolu à travers des objets, des sensations, etc., qui n'a jamais de fin, va finir par être finalement insatiable à sa vie, frustré dans la peur, la culpabilité, etc. Et c'est comme ça qu'on fait le recyclage. Donc ça c'est important, tu vois, c'est important de prendre conscience. Une chose très importante, Marc, qui est pour moi la clé, c'est qu'il est plus important de se détacher. Il faut faire l'expérience du désir, dans le sens qu'il faut vraiment voir ce qu'on a besoin et de voir si vraiment on est rempli par ce désir-là. Mais de prendre conscience que finalement, notre nature humaine est insatiable et fondamentalement insatisfaite dans cette matrice, dans cette dualité, et qu'il est plus important de se détacher finalement de ce désir plutôt que de le réaliser. C'est-à-dire qu'il est à un moment, c'est de travailler intérieurement, de prendre conscience qu'il est plus important de se détacher en fait de cette matrice. Tu vois, il est plus important de se détacher de cette matrice plutôt que de faire ce parcours en elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que cette notion d'absolu, l'intention, il faut en fait reprendre la capacité d'intention. Moi, être humain, mon intention pour vivre l'absolu doit être dirigée vers mon évolution métaphysique et spirituelle et non pour devenir objet de cette société de consommation. C'est vital ça, c'est vital. C'est ce qui nous différenciera de ce statut de bétail biologique. Mais oui, et c'est là qu'intervient aussi, et tu le disais justement tout à l'heure, la notion de la souffrance et de la douleur. En fait, on fabrique l'homme à vivre perpétuellement dans une forme de souffrance et de peur. Parce que n'oublions pas que le miroir du désir, c'est la peur. Parce qu'on favorise chez l'homme la multiplication des désirs, et forcément,
on fabrique aussi chez lui la multiplication des peurs, de ne pas les réaliser, ou de perdre ce qu'il va avoir, etc. Et la notion de souffrance et de douleur est importante. La douleur est une façon qu'a notre corps de nous dire que quelque chose ne fonctionne pas. Et on lui montre l'inatteignable aussi le désir, puisque le fossé économique, social se creuse entre les plus riches, les méga riches, la classe moyenne qui est nivelée vers le bas, c'est ça, qui sert de vache à lait, et les gens sous des minima sociaux. Et c'est là que c'est insupportable, Marc, en effet, c'est que cette connaissance, qui est la connaissance finalement universelle, est finalement utilisée par une élite. Si on peut appeler ça une élite, entre guillemets, qui utilise finalement un pseudo-savoir qui est finalement notre propre conscience, et l'utilise pour eux-mêmes en supprimant la conscience chez les autres êtres humains. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Exactement, on est en plein dans un génocide. Un génocide psychique. Et la notion de douleur et de souffrance là-dedans, c'est que la notion de souffrance, c'est quoi finalement? C'est quoi finalement? Qu'est-ce qui fait la souffrance? Et la peur qui va avec et tout ça. C'est que l'être humain finalement a fondamentalement deux désirs. Il a le désir de l'infini, et on le détourne de ça pour le mettre dans un désir de la dualité des choses, la multiplication, etc. Et qui provoque déjà une forme de souffrance qui est à la frustration, parce qu'un être humain coupé de son absolu. Les murs ont remplacé les voiles, des lieux, et les barrières pour ne pas lui laisser entrevoir le moindre soupçon d'infini, et donc de plénitude, et en même temps assez de carottes pour qu'il continue à avancer. Et la notion de souffrance, puisque depuis le départ, un enfant souffre très rapidement. Souffre très rapidement, ça veut dire qu'il est dans une société qui marche à l'envers, qui est dans une forme de miroir inversé. Voilà. Et l'enfant, finalement, sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dès le départ. Et comme il est face à des adultes eux-mêmes qui sont des victimes de victimes, qui ne lui apprennent pas finalement à lui expliquer ce qu'est le réel, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. L'enfant, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a des douleurs d'origine, et si on ne lui explique pas qu'est-ce qui se passe, etc., vont se transformer en souffrances psychiques, qui vont se cultiver dans ce qu'on appelle l'âme, et tous ces résidus de mémoire, qui vont cultiver d'une façon incessante cette souffrance-là. Donc il est important dans ce travail de conscience de dissocier la souffrance de la douleur. La douleur est juste une traversée qu'a eu l'enfant par ce qui est normal, par des manques, etc. La souffrance est cumulée parce que l'enfant vit dans une société déséquilibrante. Et qu'il faut être vigilant à ne pas produire trop de souffrance inutile. C'est-à-dire que la joie commence quand on commence à comprendre, à observer finalement les illusions dans lesquelles on baigne. Est-ce que la souffrance a la moindre utilité, à part d'entretenir ce moteur, justement? La souffrance est utile, comment dire, la souffrance est utile dans des choses précises que nous pouvons observer dans notre vie. En fait, la souffrance, je dirais c'est plus la douleur. En fait, elle est utile du moment quand un être humain, par l'épreuve qu'il traverse, perd ses repères du mental. Tu vois, toi-même, tu as fait l'expérience, d'ailleurs, que parce que tu as traversé, tu as complètement désamorcé ton mental. Donc, tu vois en quoi, et on retrouve ça dans les initiations antiques, qui n'étaient pas de faire éprouver de la souffrance, mais de faire éprouver la personne pour qu'elle se... Mais le traumatisme est utilisé pour le contrôle intergénérationnel. C'est ça. Parce que c'est c'est la seule empreinte, la seule signature indélébile de l'ADN, dans l'ADN. C'est ça. Et dans le traumatisme, on voit qu'il y a trois phases pour s'en sortir. Imagine, la première phase, c'est qu'on est dans le déni. La deuxième phase, c'est de prendre conscience de ce qu'on a vécu, mais on peut rester victime toute sa vie. Parce qu'on se construit finalement une vie de victime. Donc on rajoute des murs de la prison à la prison. Et sais-tu qu'avec la traumatisme, on produit de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Le traumatisme provoque chez la personne
la réactualisation du traumatisme provoque la sérotonine qui leur rend du bonheur. Ça plaît beaucoup à m'aider. Voilà. Et ce que je veux te dire, c'est qu'on peut dire qu'on est une société avec des millions de personnes traumatisées. Et en fait, masochiste. Tu vois ce que j'ai à dire, là, qui est très simple, c'est que puisque quelque part, il y a un fonctionnement interne qui fait qu'on produit de la sérotonine avec le traumatisme, eh bien, prenons le défi de s'engager à se dire, allons tester le bonheur ailleurs que dans sa souffrance. Ah, ça c'est une belle expression. Ouais. C'est-à-dire, allons fabriquer sa sérotonine avec conscience. On n'est pas des enfants de la douleur. Nous sommes des êtres libres. Il ne faut jamais oublier. Nous sommes des êtres libres au fond de soi. Voilà. Des êtres libres. Et ce qui est important, c'est que chacun doit fabriquer le but le plus élevé qu'il veut être. Voilà. Le but le plus élevé qu'il veut être, c'est d'être au plus proche de sa conscience. Voilà. C'est-à-dire que dans ces moments de repli et de silence, la personne fait l'expérience de la conscience sans les fonctions émotionnelles, physiques, mentales, juste là. Et ce que je souhaite pour chacun, c'est qu'il puisse prendre conscience que sa vie est une forme de méditation active, c'est-à-dire que souvent, l'hypnose, c'est quoi? C'est les fonctions sans la conscience. Donc tu vois que, pour terminer pour cette première interview, c'est qu'il faut arriver finalement à vivre pleinement ce qu'on est émotionnellement, physiquement, mentalement, en acceptant de voir les choses qu'on veut être, qu'on ne veut pas être, de faire un travail d'alchimie intérieure, de se dire que de toute façon la lumière chasse toujours l'obscurité, que ce qui est, la conscience est là. Et donc si la méditation c'est la conscience sans les fonctions, eh bien la vie, ce serait finalement de vivre d'une façon la plus équilibrante des fonctions avec la conscience. Voilà. Et donc, dans cette première partie, tu nous as appris comment distinguer ces différentes étapes, ces identifications, désidentifications, ces conditionnements, ces lois de la matrice d'origine, pour se dépasser, se libérer de ces lois. Et c'est important, en effet, ce que tu dis, c'est que n'oublions pas le « je suis » qui est réel. Le reste, c'est illusion. Je suis, mais seule la réalité qui existe en soi. Et même le je sois, puisque c'est la disparition du moi au profit du soi qui caractérise la non-dualité. On peut le dire comme ça aussi. C'est la notion d'être, conscience et de béatitude, mais c'est la notion d'être qui est immanente et transcendante à tout. Et nous sommes... L'illusion, c'est que on croit qu'on est né, nous sommes nés, faits, devenus, composés. Eh bien, l'expérience à vivre, c'est que nous sommes non nés, non faits, non devenus, non composés au fond de soi-même. Nous sommes libres. Et avec cette notion de liberté, eh bien, il faut bien prendre conscience que cette notion de liberté, c'est que nous ne sommes pas que le fruit d'action-réaction, de cause à effet. Nous ne sommes pas le fruit que de millions de mémoires. Nous ne sommes pas juste le fait d'exister sans vivre. Nous sommes faits pour vivre avec conscience et mettre définitivement à la poubelle la notion d'inexistence vide, sans conscience. Et d'inutilité. Et d'utilité. Merci Marc. Bravo. Viva la libertad. À très bientôt pour un second volet. Bel été à vous et au retour des vacances. Bronzé ou moins bronzé, attention au soleil quand même. À bientôt. À bientôt. C'est en octobre. Voilà.